France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6 h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Ils n'aiment pas les enfants. Je préfère n'en pas parler, dit Paul Léotot à Robert Mallet lors de leurs entretiens de 1951. J'éclate de rire quand je vois des commères assemblés autour d'un berceau où se trouve un objet de 3 mois et qui lui font des grâces. Je trouve ça bouffon. Je n'embrasserai pas ça pour tout l'or du monde. Pourquoi, demande Robert Mallet, je vous ai vu embrasser des chats. Un chat est moins malpropre qu'un enfant de 3 mois. Je tiens de plus que les enfants sont cruels, oui, fourbes, menteurs, hypocrites, lui répond Léotot. Citation un peu longue, pensez-vous, des entretiens Paul Léotot-Robert Mallet, autant les entendre, eux, dans cet échange musclé. Oui, mais cet échange se lit dans le volume des entretiens publiés par le Mercure de France, mais ne s'entend pas dans les entretiens radiophoniques. Robert Mallet le signale dans son introduction éditoriale, il y a eu quelques coupures, il eût fallu sinon des heures et des heures sur les ondes nationales, des heures de plus. Ne vous inquiétez pas, ce qui existe et ce qui suit est savoureux, diffusé pour la première fois sur les ondes nationales en février 1951. La radiodiffusion française présente Entretien avec Paul Léotot. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Vous avez écrit, je ne crains pas de le dire, une société n'est pas complètement civilisée s'il n'y a pas dans cette société la notion et la pratique des devoirs envers les animaux. Quels sont, d'après vous, monsieur Léotot, les devoirs qu'une société doit pratiquer à l'égard des animaux? N'est-ce pas, je vais encore répondre, peut-être pas absolument à ce que vous demandez, mais enfin, à des choses qui me sont revenues concernant les animaux. Je commence par dire que je n'ai absolument rien contre les gens qui ne s'intéressent pas aux animaux et qui n'en veulent pas chez eux. Ce que je réprouve et ce que je trouve une action abominable, ce sont les gens qui prennent un animal, chien ou chat, par fantaisie, et qui, lorsque la fantaisie est passée, le jettent à la rue. Je trouve, n'est-ce pas, qu'on n'a pas le droit de jouer comme ça avec des êtres qui sont sensibles, qui peuvent souffrir, et qui, de plus, s'attachent généralement si profondément à ce qu'on appelle leur maître. Ainsi, je me rappelle qu'il y a, si vous voulez, assez de temps, n'est-ce pas, il a paru dans les journaux ce fait divers qu'un homme, dans les environs de Paris, avait pris la résolution de noyer son chien. Alors, il est allé au bord de cette rivière ou de ce fleuve, la Marne, ou je ne sais plus, n'est-ce pas, et à 3 reprises, il a jeté violemment ce chien à l'eau. Et le chien revenait toujours sur la berge. À la 4e fois, cet homme était tellement furieux, n'est-ce pas, qu'il a fait un tel effort que lui-même aussi est tombé dans l'eau. Et le chien l'a ramené sur le rivage. C'est encore le chien qui l'a tiré d'affaire. Alors, j'ai aussi à dire, n'est-ce pas, que les premiers pourvoyeurs de la fourrière, ce sont les gens qui ont des bêtes et qui ne payent pas à leur sécurité, n'est-ce pas? Par exemple, le règlement de la fourrière dit que tout chien capturé, s'il a un collier avec le nom de son maître et son adresse, avant le départ en fourrière, car tous les chiens capturés sont d'abord versés au commissariat de police du quartier où on les prend. Alors, avant le départ en fourrière, on prévient le possesseur que son chien est là et qu'il vienne le reprendre. Eh bien, n'est-ce pas, moi qui ai fait beaucoup de propagande pour ça, j'ai trouvé généralement des gens qui m'ont dit « Monsieur, il ne se perdra jamais ». Ce qui est une ineptie. Moi, j'ai vu, je vous ai dit, près de 150 chiens à Fontenay que j'ai ramassés successivement. Eh bien, ils ne sortaient jamais dans la rue. Ils avaient quand même un collier avec nom et adresse. C'est ce qui m'a permis un jour que la Barbette avait trouvé une fissure dans la clôture, d'être prévenue par une femme de Faubourg Saint-Antoine qui l'avait trouvée et qui suis allé la chercher. Vous imitiez en somme Beaumarchais qui avait une petite chienne qui s'appait Follette. Oui. Et au coup de laquelle il avait mis « Je m'appelle Mademoiselle Follette, j'appartiens à Monsieur de Beaumarchais ». Oui. Mais pour vous, la fourrière est tout de même une institution qui obéit à un souci d'humanité vis-à-vis des animaux. Oui, écoutez, n'est-ce pas, je peux parler de la fourrière, mais je ne parlerai que de celle que j'ai connue rue de Poissy, parce que depuis son installation rue de Danzig, je ne la connais pas.
il y avait dans le bureau de la Fourrière, le bureau de renseignement, vous savez, un immense écriteau en lettres capitales immenses, le bon gîte. Ce qui, quand on sait ce qui s'y passait, n'est-ce pas, est tout de même une tartufferie sans nom. Oui, mais je crois que la nouvelle Fourrière, justement, ne présente plus les défauts de l'ancienne Fourrière. Ah, ben vous le croyez, moi je n'en sais rien. Alors, en tout cas, n'est-ce pas, en Angleterre, les animaux ne sont pas dans les cages, ils sont dans une niche. Et devant chaque cage, il y a un petit espace de terrain clos, naturellement, dans lequel l'animal peut s'ébattre. Et j'ai appris, il y a 1 ou 2 ans, par une dame de Lyon, avec qui j'écrivais comme ça, je correspondais de temps en temps, que sur l'inspiration de M. Édouard Herriot, la Fourrière de Lyon est installée sur le modèle anglais. Ce qui me fait donner une très bonne note à M. Édouard Herriot. Voilà. À laquelle il sera certainement très sensible. Oui, oui, et c'est mérité. Ça prouve tout de même, n'est-ce pas? Je comprends qu'il ne fasse pas d'animaux errants, etc. Mais enfin, on peut avoir des procédés un petit peu... les animaux sont sensibles et ça souffre. Alors, j'ai une anecdote à vous raconter. Au temps où j'étais encore employé du Mercure, j'étais sur le métro, sur le quai du métro de Fontenay, et j'attendais le métro. Et il y avait là d'autres voyageurs, et je vois un monsieur qui vient vers moi. Très bien, et je lui dis... Il paraît, monsieur, que vous aimez beaucoup les animaux. Comme je ne le connaissais pas, je ne lui réponds pas. Alors, il me dit, il paraît que vous en avez beaucoup chez vous. Comme ça ne le regardait pas, je ne lui réponds encore pas. Et il me dit d'un air charitable, vous savez que c'est très mauvais de vivre avec des bêtes. Je ne réponds encore pas. Et alors, comme pour se faire pardonner, il me dit... Je vous dis ça, je suis médecin. Alors là, je lui ai répondu. Je lui ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de l'état dans lequel on est quand on a un médecin chez soi? Alors, il m'a dit, oh, je vois que vous êtes un disciple de Molière. Je lui ai dit, monsieur, je ne sais pas si je suis un disciple de Molière, mais je suis certain que vous êtes un de ces personnages. Maintenant, je vais vous montrer encore qu'on peut être un savant, et je mets ça entre guillemets, parce que vous savez, les savants sortis de leur spécialité, non, non. Monsieur Georges Beaune, qui habitait dans Marie, qui était professeur au PCN, et vivisecteur, c'est lui qui avait eu, enfin c'est une charité, comme il m'a dit, je n'ai jamais consenti à faire l'expérience du curare dans mon laboratoire. Bon. Alors, quand Jacques Bernard, le successeur de Valette, a eu son accident sur une motocyclette en Normandie, Monsieur Georges Beaune venait tous les soirs m'attendre devant ma grille, j'étais encore employé du Mercure, pour avoir des nouvelles. Et un soir, il me dit, cet homme était la niaiserie même sortie de son laboratoire, il me dit, oh écoutez, c'est très curieux, depuis que nous menons là le soir avec ma femme, vous attendez pour avoir des nouvelles de Monsieur Bernard, tous vos chats sont derrière la grille. On dirait qu'ils connaissent l'heure. Mais je lui dis, Monsieur Beaune, ils la connaissent parfaitement. Vous ouvrez les bêtes, mais vous ne les connaissez pas. Notez qu'il n'y avait rien d'extraordinaire, que ces chats, et les animaux ont la notion de l'heure. Alors, monsieur, je vous dis, monsieur Beaune, je ne sais pas ce qu'il avait comme savant, enfin, c'était un sot du récit de la petite façon de rire, qui était la niaiserie même. Alors, l'été, il partait dans un coin maritime de la Bretagne, je ne sais plus où, et là-bas, il faisait des expériences sur les huîtres. J'ai toujours pensé qu'il y avait une certaine affinité dans cette occupation. Je remarque que vous êtes toujours beaucoup plus dur à l'égard des hommes que vous ne l'êtes à l'égard des animaux. Oui. Et votre bienveillance, votre esprit de charité à l'égard des animaux vous a valu, si je le crois, si j'en juge plutôt, d'après un tableau que j'ai vu accroché dans votre escalier, un diplôme de la Société protectrice des animaux. Oui. Écoutez, il y a des choses encore. Je vous ai dit, n'est-ce pas, que ce sont les gens, les possesseurs de bêtes, qui sont, à mon avis, les principaux fourvoyeurs de la fourrière. Soit qu'ils ne fassent pas, ils ne prennent pas les précautions nécessaires, ou que, lorsqu'un animal est parti, ils s'en désintéressent. Voilà. Il y a d'autres choses aussi. Il y a les plaisirs que prennent certaines gens. Je reçois de temps en temps une revue de haute élégance masculine et féminine qui s'appelle Adam. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. Eh bien, n'est-ce pas, dans 2 numéros, on a donné des reproductions photographiques de gens
prétendument de la haute société française, qui sont photographiés en hommes victorieux devant des monceaux d'animaux qu'ils ont abattus au fusil. Bon. Eh bien, je trouve ça fâcheux. Si c'est ça la haute société française, vous savez, comme celle qui va au tir au pigeon, avouez tout de même qu'il faut être un sot, qu'il faut n'avoir jamais réfléchi sur les souffrances et les misères de la vie pour prendre plaisir à abattre des pigeons qu'on vous lâche un par un, comme ça, vraiment. À quoi ça arrive? Non. J'avoue que... Mais les bêtes abattues devant lesquelles ces chasseurs se posaient pour le photographe, c'était des bêtes dangereuses ou... Non, c'était des perdrix, c'était des lièvres, c'était des comestibles. Voilà. Et je vous dis, il y en avait qui avaient des morceaux, je ne sais pas, des morceaux. Et alors, il y avait monsieur le comte, monsieur le marquis de Lintel, n'est-ce pas? Je n'ai pour ces gens-là que du mépris et du dégoût, ils peuvent le savoir. Ça fait partie du snobisme, plus que de la sauvagerie. Oui. Et les chasses de l'Élysée, tout de même. Les chasses de l'Élysée où on vous rabat le gibier à vos pieds. À vos pieds. Une forme de boucherie mondaine. Ouais, mais écoutez, tout de même. Enfin, ne croyez-vous pas qu'il faut n'avoir jamais... Enfin, la vie est plutôt, n'est-ce pas, un domaine de souffrance, de misère, n'est-ce pas? On s'en aperçoit quand on arrive à un certain âge. C'est la cruauté qui règne partout, n'est-ce pas? Je crois que ces gens qui chassent dans ces chasses en battu ne pensent pas à ce qu'ils font. Ils à bien tirer. L'animal est une cible. Non, je ne les approuve pas, je les désapprouve comme vous, mais oui, mais j'explique. enfin, écoutez, ça prouve qu'ils ont des moyens intellectuels bien bornés, sinon jamais réfléchis. Je ne sais pas si je vous ai raconté, M. Valette était un pêcheur enragé, M. Valette. D'abord, il a toujours choisi ses maisons de campagne au bord d'une rivière pour pouvoir pêcher. Et alors, il passait là, c'est dimanche. Bon, j'arrive un lundi. Oh, il me dit, Léoto, ça finit la pêche. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'est venu hier. J'étais en train de pêcher. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, ça ne doit pas être très drôle d'avoir un absent qui vous traverse la bouche. Il dit, c'est fini. Fini. En effet, on considère toujours les pêcheurs comme des êtres pacifiques, oui, et les chasseurs comme des êtres cruels. Ouais. Mais les pêcheurs sont aussi cruels. Oui. Avouez que tout de même... Seulement l'animal ne fait pas de bruit. Oui. On ne l'entend pas, on ne le voit pas, on le voit asphyxier lentement. Oui. Mais enfin, avouez que c'était une merveille que cette réflexion soit venue chez cet homme. Tout de même. Eh bien, ces messieurs au tir, aux pigeons et ces chasseurs, ça ne paraît pas leur venir à l'esprit, ça. Non, ça, c'est abominable. J'aimerais savoir, alors, quelles ont été les différentes sortes d'animaux que vous avez recueillis dans votre vie, en dehors des chats, des chiens, de l'oie et de la chèvre. Oui. Vous n'avez jamais recueilli d'oiseaux? Non, Pergaud m'avait confié un merle, je crois. Il avait un merle qui... Alors, il m'a donné ce merle à garder. Et puis ce merle a vécu chez moi, et puis il est mort chez moi. Je crois que la meilleure façon de soigner un oiseau, c'est de lui ouvrir sa cage, et je crois que c'est pour ça que vous n'en avez pas. Oui, non, depuis la cage me fait l'effet d'une prison. Mais il y a un volume de Pergaud qui porte témoignage dans la dédicace de cette affaire de merle. Et vous avez eu également une guenon. Ah oui, je l'ai toujours. Ouais, qui s'est perdue dans un marronnier. Elle est arrivée chez vous? Ah oui. Par hasard? Hein? Elle est arrivée chez vous, comme ça, sans que vous l'attendiez? Mais oui, puisque je vous dis, c'était au mois de novembre 34, j'entends les chiens qui aboient au pied d'un marronnier, je vais voir ce que c'est, et alors ils aboyaient en l'air, et la guenon qui était très haut dans le marronnier, les canardait avec des marrons. Voilà. Alors, cette bête, j'ai fini par l'apprivoiser, et maintenant, elle est chez elle. Elle va chez tous les voisins. Que va-t-elle faire chez les voisins? Mais elle va manger les fruits. Elle va se ravitailler? Elle va manger les fruits. Voilà. Mais cela vous fait rire? Ben oui, mais le reste, le voisinage est charmant, vous savez. J'ai toujours dit, même quand j'avais beaucoup de chiens et chiens, si un animal vous détériore quelque chose, vous volez quelque chose, je paye, mais ne touchez pas à la bête. Et vous avez souvent payé? Non, on n'a jamais voulu. Mais... C'est pas du reste, mes animaux étaient tellement nourris que... Voilà. N'avez-vous pas eu envie, quelquefois, d'acheter un de ces ânes que vous voyez conduire à l'abattoir? Je crois que même aujourd'hui, si je n'avais pas l'âge que j'ai, j'aurais un petit âne pour aller me promener. Pour aller vous promener? Oui. En voiture? Avec un petit panier, oui. Seulement je ne vois plus clair, n'est-ce pas? Et puis, il faut bouchonner un âne, ça travaille, n'est-ce pas? Vous avez écrit sur les ânes que l'on conduit à l'abattoir une page qui
vous rapproche beaucoup de Francis Jammes lorsqu'il parle Ah non, j'ai parlé qu'on d'un mène âne. à l'abattoir. Non, j'ai parlé d'un âne dont j'avais fait connaissance à la gare du Luxembourg. Oui, mais vous parlez aussi de celui-là, mais vous parlez également de ceux qu'on mène à l'abattoir. Ah, je ne me À rappelle l'abattoir pas de ça. Vaugirard. Mais vous savez, cet âne du Luxembourg, c'était un âne de chiffonnier. C'est la vérité qu'après 3 jours que je le voyais et que je lui apportais du sucre, il avait dû prendre le son de l'air. Quand je l'ai marqué, il tournait la tête vers la sortie. Il me semble que vous avez élevé plus de chats que de chiens. Ça Ouais. tient-il à une préférence ou bien simplement Non, au fait le que hasard, le hasard. les chats sont des animaux moins estimés que les chiens et c'est pourquoi Ah oui. on en trouve davantage Oui, dans oui, les rues. certainement. Et vous avez, je pense, trouvé chez les animaux des différences de caractère Oui. qui ne sont pas perceptibles à ceux qui ne s'y intéressent pas. Oui. Chaque animal avait pour vous sa personnalité. Ouais, mais je vous dis, quand j'avais tant de chats, ils étaient libres, la maison était ouverte hiver comme été, n'est-ce pas, toujours ouverte. Bon, eh ben, il y en avait qui couchaient beaucoup qui couchaient sur mon lit. Eh ben, dans l'obscurité, à la réaction que je sentais sous une caresse, je savais qui c'était. C'est un don qui est donné certainement Mais à un non, peu ils d'hommes. avaient chacun leur manière. Par exemple, Lolette, quand on la caressait, elle se mettait le ventre en l'air. Pitou, lui, il vous cardait la main. On fait comme ça. Alors on disait ça, c'est Pitou, ça, c'est Lolette, ça, voilà. J'ai relevé cette réflexion de vous. On a toujours l'air un peu ridicule quand on célèbre les bêtes qu'on a, Ouais. comme si elles avaient plus de qualité que les autres. Ouais. Il est pourtant très vrai qu'on fait des animaux quand on s'occupe d'eux, quand on les fait vivre près de soi, quand on les considère ainsi qu'on le doit faire. Il est très vrai qu'on fait d'eux des êtres vivants et sensibles, des êtres merveilleux d'un intérêt inépuisable. Ouais. C'est la vérité, comme pour les enfants. Si vous faisiez vivre un enfant dans la cave, n'est-ce pas, vous en feriez un petit sauvage et un petit être fermé. C'est la même chose de la part du maître, pour ainsi dire, n'est-ce pas? C'est différent du côté de l'enfant, mais c'est la même chose de la Mais part de non, celui c'est qui la même chose, c'est s'en pour vous occupe. montrer que le possesseur d'un être vivant, n'est-ce pas, qui est tout de même inférieur, un enfant est encore une chose inférieure, n'est-ce pas, mais en les prenant, n'est-ce pas, on en fait des choses. Donc un enfant bien pris, dont on s'occupe avec intelligence, peut devenir un être charmant auquel on peut s'attacher. Oui, je ne dis pas le contraire. Bon, Eh bien, je crois que si vous vous étiez occupé avec la Ah, même non. tendresse des enfants que vous êtes occupé des non, animaux, non, non, vous je auriez n'aurais été pas la converti. patience, je n'aurais pas la patience. Bon. Vraiment, mais non, je sais Vous très bien. croyez qu'on a une patience pour quelque chose et une impatience Ah, pour une n'est-ce pas, je ne suis pas, n'est-ce pas, étant donné que j'aime vivre seul et que il ne faut pas qu'on soit chez moi, n'est-ce pas, trop souvent, eh bien, ce sera la même chose. Non. Et avez-vous donné des noms à toutes ces bêtes Toutes ces bêtes avaient leur nom. Et des noms différents? Mais oui, Quel effort d'imagination! mais pas du tout. Plus de 300 bêtes, Mais oui, ça fait beaucoup de baptêmes. mais oui. Et j'ai même un plan de mon jardin avec leur placement des tombes. Oui, vous nous l'avez déjà dit. Oui, voilà. Et vous vous souvenez de tous ces noms? Oui. Enfin, oui, enfin. Et qu'est-ce qui vous dicte ces appellations? Bon, je ne sais rien, mais quelquefois c'était l'aspect, n'est-ce pas? Voilà. L'aspect. Par exemple, le chat que j'ai connu chez vous et qui s'est perdu, ce qui vous a fait beaucoup de peine, le chat chinois. Pourquoi Ouais. l'aviez-vous appelé ainsi? Ah, je n'en sais rien. Ouais. Mais je me rappelle avoir eu une chatte qu'on appelle tricolore, n'est-ce pas? Eh bien, elle avait le visage absolument comme si elle avait été fardée. Je l'ai appelée Cata. Elle était charmante, mais elle avait absolument l'air de s'être mis du noir autour des yeux et du jaune sur les joues. Enfin, Cata. Et certaines de ces bêtes ne vous ont-elles pas laissé plus de souvenirs que d'autres, Oui, comme font les humains? oui. On pourrait le croire parce qu'il y a certains passages de vos œuvres qui se rapportent à plusieurs animaux et de préférence à ces animaux-là. Vous parlez beaucoup de singes, le Ouais. griffon, Ouais. de Lolotte, la chatte, et aussi de Mademoiselle Barbette, Ouais. une petite chienne barbet que vous avez trouvée près du pont du Carrousel. Ouais. Alors, oui, j'ai écrit quelque chose sur elle. Là. Voilà. Mais si vous voulez le lire, Ouais. c'est... Mademoiselle Barbette, qui ne vaudrait pas 20 francs au marché aux chiens. Elle est le plus beau yeux du monde en tant que chien. Les premiers temps ont été un peu difficiles. Mademoiselle Barbette était toute jeune, pas encore 1 an. Elle dévorait tout. Quand je rentrais le soir, je trouvais mes papiers par terre, en miettes. J'ai cherché dans mes coins de quoi la satisfaire, sans
porté dommage. J'ai trouvé les ballades de M. Paul Fort, 10, 15, 20 volumes, plus même, avec de nombreuses plaquettes. On sait l'importance de l'œuvre de ce grand poète. J'ai donné tout cela à Mademoiselle Barbette. Un volume ou une plaquette par jour ou tous les 2 jours, selon sa voracité. Elle a été enchantée. Pas un feuillet n'a subsisté. On a rarement vu une œuvre littéraire être appréciée à ce point. Ainsi, ce texte vous procure finalement l'occasion d'exprimer votre indulgence infinie à l'égard des bêtes, même les plus enfants terribles, et d'exprimer en même temps votre scepticisme à l'égard des œuvres humaines. On dirait que votre bonté pour les unes doit être compensée par une espèce de virulence dont vous gratifiez les autres. Et cette fois-ci, on peut admettre que vous avez eu la dent aussi dure que Mademoiselle Barbette, et que vous n'aviez pas comme elle l'excuse de l'ignorance. Ouais. Du reste, vous savez, c'est plutôt une plaisanterie qu'un sentiment réel à l'égard de Paul Fort que je n'ai jamais eu. Oui, mais ce sont des plaisanteries qui marquent quand elles sont écrites, Oui. qui ne font jamais très plaisir à celui qui en est l'objet, ou plutôt la victime. Car en somme, vous ne voulez pas que les animaux soient des victimes, mais que les hommes le soient, cela vous importe Ils fort peuvent peu. se défendre. J'en arrive à vous entretenir de votre activité de chroniqueur dramatique. Cette activité qui, de 1908 à 1923, a complété celle de secrétaire au Mercure de France. Pouvez-vous me dire comment vous envisagiez ce métier? Quels sont pour vous les devoirs du critique dramatique? Je n'ai jamais eu de principe de critique. Il n'y a jamais eu au théâtre, pour moi, que ce qui me plaisait ou ce qui me déplaisait. Je n'ai jamais été, enfin, comment dire, un doctrinaire. Enfin, je n'ai pas que doctrine. Il ne faut pas ennuyer le public, voilà tout. N'est-ce pas? Voilà. De même pour les livres, il ne faut pas. Le premier des talents pour quiconque tient une plume, c'est de ne pas être ennuyeux. Le devoir de l'auteur dramatique, c'est de ne pas ennuyer le public. Mais... Et même le critique, c'est aussi de rendre compte des pièces sans être sans être ennuyeux. Sans être ennuyeux. Mais enfin, n'estimez-vous pas que le critique a vis-à-vis de lui-même un devoir, ce qui est le devoir de sincérité? Eh bien oui, mais je l'ai toujours dit. Et alors, n'estimez-vous pas non plus que ce devoir de sincérité est quelquefois dangereux quand la sincérité va avec un naturel passionné, ce qui est votre cas? Oui. Je n'ai jamais éreinté une pièce dont je pensais du bien. Jamais. Oui, vous n'avez jamais contrefait votre jugement en fonction de considérations amicales ou au contraire d'hostilité? Jamais. Je ne connaissais personne à cette époque-là, je le connaissais. J'ai toujours refusé de... je me rappelle quand j'ai pris la critique dramatique, je succédais à Hérode et j'ai débuté, je me trouvais à une pièce à la il était avec moi. Il a voulu me présenter aux étrangers. Je lui ai dit, je vous en prie, j'ai besoin de connaître personne. Pas. Alors j'ai fait mes chroniques dramatiques d'abord pour mon plaisir et toujours sans aucun souci, ou d'amitié, ou de relation, ou d'hostilité. Nous en arrivons ainsi à la notion de critique subjective. Vous êtes donc partisan de la critique purement subjective. Oui, je vous dis, je n'ai jamais été guidé que ça me plaît pas. Mais vous ne vous êtes jamais dit, cette pièce ne me plaît pas, mais peut-être pourrait-elle plaire. Ah, ça m'est égal, ça. Oui, c'est donc la critique subjective. Oui. Maintenant, vous savez, j'ai écrit une autre fois, je ne sais pas où, que certainement, si j'avais connu quelquefois l'auteur d'une pièce dont j'ai écrit Pique-Pendre, n'est-ce pas? Il aurait pu produire que cet homme me dise, écoutez, n'est-ce pas? Naturellement, ma pièce n'est pas un chef-d'œuvre, n'est-ce pas? Je le sais bien, comme vous le savez, n'est-ce pas? Bon, enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. Et alors, je dis, au lieu de mes férocités, de mes moqueries, de mes ironies, je me sens peut-être contenté de dire, l'auteur a fait ce qu'il a pu, n'est-ce pas? Il n'a pas pu grand-chose, ben, tant pis pour lui, voilà, n'est-ce pas? Vous auriez tout de même obéi à un sentiment d'indulgence. Ben, non, de compréhension. Oui, la compréhension amène à l'indulgence. Oui, enfin, c'est-à-dire que, oui, enfin, j'aurais ri, enfin, j'aurais dit, bah oui, quoi, n'est-ce pas, bah oui, quoi. Vous n'avez aucun talent, j'ai pas de bonne faute. Il faut reconnaître que vous avez peu souvent obéi à ce désir de ménager. Et votre critique, c'est ce qui frappe quand on lit vos textes, votre critique est tout à fait personnelle et vous ne donnez pas l'impression d'avoir d'autres passions que celle de la sincérité, mais cette sincérité ne va pas toujours de pair, j'en ai l'impression, avec l'objectivité. C'est ce qui fait que vos critiques sont très intéressantes, très captivantes, parce que on
on y trouve votre tempérament autant que celui de l'auteur, même peut-être davantage, mais enfin c'est une critique qui peut prêter à critique. Ouais. Maintenant, vous savez Et vous l'avez reconnu très souvent. J'ai eu affaire à des auteurs qui étaient parfaitement méprisables. Par exemple, M. Robert de Flers, qui faisait ses pièces avec des emprunts à droite et à gauche et un esprit de salon qui était de la niaiserie même. Et je regrette bien à cette époque-là. Je vous dis, les pièces de M. Robert de Flers qu'il y avait étaient faites d'emprunts, d'imitation. Et je regrette bien à cette époque-là, quand j'ai écrit que le théâtre de M. Robert de Flers recueillerait un jour tout le mépris qu'il mérite, quoi de l'Académie française, j'ai bien regretté à cette époque-là d'avoir oublié que M. Robert de Flers descend d'un espèce de détrousseur célèbre en Normandie qui s'appelait Robert de Flers de la Motango. Et j'aurais dit, quand on descend d'un corsaire, j'aurais mis ça, en effet, au chaparde. Il aurait été plus exact de dire quand on descend d'un pirate, car un corsaire Oui. est un navigateur plus noble. Ah oui, bon. Il y avait aussi, par exemple, le théâtre de M. Bataille, le théâtre de M. Romain Colus, le théâtre de M. Portoriche, n'est-ce pas? Adieu, mes larmes préférées, n'est-ce pas? La complicité des heures chaudes, je me rappelle ça. Mais n'avez-vous pas toujours éprouvé de la difficulté à vous mettre en route pour écrire vos chroniques dramatiques? Je n'ai jamais eu la difficulté que de la première phrase. Voilà, il fallait que je trouve ma première phrase. Après, ça courait. Et n'avez-vous pas non plus ressenti, après tant d'années de critiques, une impression de lassitude, Non, non, mais pas du tout. Vous n'avez pas été blasé? Non, ça n'existe pas chez moi, ça. Cependant, il y a un texte de vous qui exprime cette impression. Vous dites, je deviens trop difficile, trop exclusive, je le sens bien. Je suis en matière de théâtre comme ces gens qui se piquent depuis longtemps à la morphine et qui doivent sans cesse augmenter la dose pour sentir encore quelque chose. Je n'ai jamais écrit ça. Vous avez écrit ça dans en avril 1913, et ces phrases sont contenues dans le tome 1 de vos chroniques de Maurice Boissard, page 113, je les ai là sous les yeux. 1913, ça. Ah, 1913, c'est un moment de votre sincérité. Ouais, bon. Et quelles sont pour vous les qualités essentielles que doit comporter une pièce de théâtre? Moi, je n'ai jamais aimé que ce qui est naturel, vrai, rapide, ce qui rit avec légèreté, ce qui est sensible sans déclamation, hardi avec esprit, ce qui s'exprime dans le langage de la causerie, ce qui peint la vie et les hommes tels qu'ils sont. Je pense que le théâtre se fait avec des répliques et non avec des couplets de livres, plus ou moins savants ou plus ou moins poétiques. Bon, vous semblez donc préférer la comédie à la tragédie. Oh, la tragédie! Le théâtre, à son origine, c'est un loustic à la langue bien pendue qui imitait ou contrefaisait ses camarades, savait inventer des farces et faisait rire. Le théâtre, c'est le plaisir, c'est le rire, la fantaisie, l'imagination, la répartie vive, le tour inattendu, le trait prompt et pénétrant, l'irréel et la vérité à la fois, l'observation qui s'amuse et se répand en traits comiques, le mouvement, la farce, au besoin même la bouffonnerie. C'est ce qui fait que Molière et Shakespeare, qui procèdent si bien du véritable théâtre, sont si grands, et Racine et Corneille si ennuyeux, en même temps que si faux, par leurs pompes et leurs ornements. Je ne regarde pas à me répéter. Rien n'est plus étranger à notre théâtre que la tragédie avec ses tirades, son vocabulaire héroïque et empoulé. Nous ne sommes pas un peuple romantique, solennel, déclamatoire, tout l'opposé, sceptique, railleur, mesuré. Je me passe fort bien pour moi de Corneille et de Racine, surtout de l'odieux Corneille. J'ai même cette opinion. Rien n'est plus contraire à l'esprit, au caractère de notre théâtre que les tragédies de Corneille et de Racine. Qu'ont de commun avec notre légèreté, notre vivacité, notre sens de la réalité des choses, notre émotion tempérée, notre inaptitude au désespoir, nos qualités satiriques, notre promptitude à changer de sentiment, nos dons comiques, notre clairvoyance des ridicules, ces héros solennels, empoulés et bavards. Je suis sur ce sujet de l'avis de Crébillon fils, qui regardait la tragédie française comme la farce la plus complète qu'ait pu inventer l'esprit humain. Et dans ce texte, vous condamnez la tragédie classique, oui. Et je remarque que cette condamnation est basée sur un fait assez peu courant dans l'esprit de ceux qui jugent la tragédie. Ce fait est que pour vous, la tragédie est trop romantique, ce qui est pour le moins original et peu universitaire. Je remarque aussi que vous dites que le français ne peut pas aimer la tragédie parce qu'il est mesuré. Jusqu'à présent, on avait toujours prétendu que la tragédie était le modèle de la mesure.
Cela prouve que vous n'admettez pas les idées les plus solidement ancrées et que vous reconsidérez tout selon vos propres conceptions. Et je me demande si finalement, ce qui peut paraître à beaucoup de l'ironie ne contient pas une part de vérité et ne pourrait constituer la matière à de très belles dissertations françaises. Dans ce texte que vous avez lu tout à l'heure, vous avez rapproché Molière de Shakespeare. Pouvez-vous expliquer en quoi ces deux génies vous paraissent, dans des genres si différents, représenter le meilleur théâtre? Quelle différence faites-vous entre le tragique des pièces cornéliennes et raciniennes et celui des drames shakespeariens? Mais je trouve que le théâtre de Shakespeare a la même origine que le théâtre de Molière, la source populaire. Et je crois même que dans le théâtre de Shakespeare, vous trouvez une ironie qui souvent n'a pas été suffisamment décelée. Et que dans Hamlet, cette pièce où pourtant le tragique triomphe, vous voyez une gouaille qui vous a beaucoup séduit. C'est-à-dire que je vois dans la pièce, mais jamais, à mon avis, on a joué Hamlet en France comme on doit le jouer. Et quelle est d'après vous la façon dont on doit jouer Hamlet? C'est qu'il y a en effet de la gouaille dans le personnage d'Hamlet. Même à son égard. Quand il a tué Polonius d'un coup d'épée dans le cabinet où Polonius écoutait la conversation, et qu'il va le chercher, qu'il dit cet homme va faire de moi un portefeuille, c'est de la raillerie. Mais je crois que le mot raillerie, le mot causticité serait plus exact que le mot gouaille. Oui. Mais alors, sur la scène du théâtre français, c'était tragique la façon dont Mounet disait cet homme va faire de moi un portefeuille. Mais vous n'avez pas vu Jean-Louis Barrault dans le rôle d'Hamlet? Non, je crois que ce comédien ne me plairait pas parce qu'il est extravagant. Mais je ne l'ai pas vu. Il a certainement mis beaucoup plus de vérité dans le personnage que jusqu'à présent on avait su en mettre. Non, c'est rien. Moi, j'ai vu jouer Hamlet par Mounet Sully, je l'ai vu par Sarah Bernard, je l'ai vu par Suzanne Després. Mais je voudrais savoir ce qui, dans le théâtre de Molière, vous paraît se rapprocher du théâtre de Shakespeare. Je vous dis, la même source populaire. Uniquement cette même source populaire. Ouais. Parce que il n'y a pas chez Molière le côté quelquefois un peu, divers jusqu'à l'extrême qu'il y a chez Shakespeare. Dans la même pièce de Shakespeare, n'est-ce pas, il y a des passages de drame et puis des passages de vaudeville, par exemple. Et vous qui dites ne pas aimer le tragique et tous ces événements excessifs, ces épisodes extrêmes, ces intrigues bouleversées, bouleversantes, eh bien, il me semble que dans le théâtre de Shakespeare, vous en avez de constants exemples. Elles sont exprimées plus véridiquement parce qu'elles n'ont pas la pompe des tragédies françaises. Quand il y a chez Shakespeare un personnage furieux, il est vraiment furieux, il n'est pas en alexandrin. Vous dites dans l'un de vos textes que vous avez lu tout à l'heure, que rien n'est plus contraire à l'esprit et au caractère de notre théâtre que les tragédies de Corneille et de Racine. Quelles sont donc les pièces qui, d'après vous, correspondent le mieux au caractère et à l'esprit du théâtre français? Je vous pose cette question, je devine que vous me répondrez Molière. Non, mais même avant Molière, le théâtre de Tréteau, le théâtre du Pont-Neuf est plus français que les tragédies de Racine. C'est ça, Tabarin est plus dans la veine française que Racine et Corneille. Du reste, vous savez, je ne suis pas seul à avoir cette opinion. Non, certainement pas. Non, mais il y a eu enfin des grands écrivains qui étaient de mon avis. Alors vous avez l'impression que la tragédie correspond à un moment de la pensée française? Non, je trouve que c'est un ornement d'une époque. C'est donc une mode? Oui, c'est beau. Qui ne correspond à rien de profond et d'instinctif dans l'esprit français. Oui, et puis alors, n'est-ce pas, il y a des longueurs, il y a des ornements tout à fait inutiles. Par exemple, quand Bérénice dit « Pour jamais, ah, Seigneur, songez-vous en vous-même, combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un an, dans un mois, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mer me sépare de vous, que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. » C'est très joli, en effet. C'est très joli, bon. Mais tout ça pour dire, cher ami, avez-vous pensé, on va plus voir. L'art dramatique a toujours consisté à dire d'une certaine façon ce que d'autres avaient dit d'une autre façon. Pas du tout. Quand Célimène dit à Alceste, mais de tout l'univers, vous devenez jaloux.
Alceste, c'est que tout l'univers est bien reçu de vous. Hein, bonsoir, et rien que ça. Oui, mais le ton n'est pas le même. Allons donc. Au théâtre, c'est ça. La vérité du langage sans le développement. Et C'est le peut-être... mot, c'est le théâtre de Beck. Quand Beck passait des après-midi devant sa classe à jouer ses personnages jusqu'à ce qu'il trouve les répliques dites comme n'importe qui dans la rue les aurait dit. Mais il y a pourtant, chez Corneille comme chez Racine, de ces réparties qui jaillissent. Non, c'est aussi que vives, aussi vous promptes que connaissez, chevalières. que vouliez-vous qu'il mourût ou qu'un... Non, c'est de la bouffonnerie, n'en parlez pas. Oh non. Et vous aimez la bouffonnerie. Ah oui, mais... La vraie. La vraie. Je ne l'aime pas en alexandrin. Non, et puis vous savez, Corneille, ma sœur, voici les bras qui branchent nos deux frères. Avec le même cœur que j'égorgeais le frère, j'égorge... Enfin, Vous dites que vous n'aimez pas la bouffonnerie en alexandrin, cependant, Molière a usé beaucoup de l'alexandrin et il est souvent bouffon d'une façon très spirituelle. Il est prompt et il est sobre et il est un langage ordinaire. Remarquez que je pense tout à fait comme vous, je ne voudrais pas me faire le Le défenseur vers parce de que je Molière, n'aime c'est pas. presque de la prose. Non, mais j'estime que vous avez une opinion un peu excessive contre Corneille et Racine. Il n'y a que les opinions excessives qui comptent. Alors j'espère que vous allez avoir une opinion très excessive dans l'admiration sur Marivaux, Beaumarchais, que vous allez nous l'exprimer. Ah oui, bon, je tiens Beaumarchais pour autre chose merveilleuse. Oui, là, l'émerveillement est en effet un sentiment assez excessif Ouais, mais dans ça- votre bouche. Non, et puis c'est jeté, c'est brillant. Non, vraiment, c'est une merveille. Puis la comédie française sait jouer ça, vraiment. Et dans Beaumarchais, qu'appréciez-vous particulièrement? Ben, les deux, le barbier de Séville et le mariage. Non, mais quelle forme d'esprit? Est-ce le langage, est-ce la vivacité des mots? Oui. Et puis Le regardez. caractère? Le corbeau, si vous voulez. Et puis regardez, il n'est jamais question chez Beaumarchais de beau style. On peut dire que la grande tirade de Figaro est écrite sans aucun lien entre les phrases. Ça n'empêche pas que c'est une merveille de spontanéité. Et je crois qu'au-dessus de Marivaux et de Beaumarchais, vous placez Molière. Oui, enfin, Beaumarchais, pour moi, tout de même, nom d'une pipe, c'est quelque chose. Et parmi les personnages de Molière, n'en est-il pas un pour qui vous avez une particulière prédilection? Alceste et Tartuffe. Le misanthrope, vous l'avez reconnu souvent lui-même, c'est un peu, c'est beaucoup, vous. Et le jugement d'Alceste par Alceste ne peut pas manquer d'intérêt, ni de saveur. C'est pourquoi je vous demanderai de lire un texte que vous avez consacré à celui dont vous pensez être et dont vous êtes peut-être réellement un reflet. On connaît le paradoxe de Rousseau. Alceste représente la vertu, on doit rire de lui, donc on doit rire de la vertu. Mais non, ce n'est pas de la vertu qu'on rit, c'est des façons qu'il apporte à combattre en sa faveur. Alceste doit faire rire comme un homme qui se met trop facilement en colère après les travers et les ridicules. Il est l'homme qui a raison, et il doit faire rire par contraste avec nous-mêmes qui avons notre nature faite de tous les défauts qui choquent, et y ajoutons cette prétention de trouver que c'est nous qui sommes bien assis et que c'est lui qui est un butor et un maladroit dans sa franchise et dans son mépris des conventions sociales. Il doit faire rire encore par la mine que font ses victimes sous ses coups de boutoir. Tenez, le misanthrope, c'est quelqu'un que je connais. C'est quelqu'un qui fréquente une maison dans laquelle fréquente également une vieille fille seule, cancanière et bavarde, dont le signe particulier est à la lettre celui-ci, qu'elle ne répète pas moins de 6 fois de suite chaque détail de sa conversation. C'est quelqu'un que je connais, qui n'est pas bavard, qui a horreur de certaines sociétés, qui est pour qu'on dise en 3 mots ce qu'on a à dire, et sans rien déguiser, il ne peut la supporter. Quand il est là et qu'elle arrive, il se renfrogne et attend avec impatience qu'elle ait fini et il débarrasse. L'autre jour, après qu'elle avait parlé pendant une demi-heure, le voyant muet, elle s'approcha de lui. « Et vous, monsieur, qu'en pensez-vous » Il leva un peu la tête. « Moi, madame, lui répondit-il, j'aime le silence. » Elle prit le chemin de la porte, et la maîtresse de la maison qui l'avait accompagnée, « Est-il malhonnête ?» dit-elle. Le misanthrope, c'est encore ce même quelqu'un que je connais. Il aime la simplicité. Il a horreur des compliments. Il a aussi peu de vanité qu'on en peut avoir. C'est un de ses mots favoris. On a du talent comme d'autres sont bêtes. Ça n'y aide pour rien. Il n'y a pas là de quoi se pavaner. Il a aussi horreur de ces coups d'encensoir qu'on se prodigue aujourd'hui entre gens de lettres.
de ces témoignages d'admiration qu'on se donne mutuellement si facilement. C'est encore à ce propos un de ces mots. On se demande vraiment, devant tous ces encensements, lequel est le plus niais de celui qui les prodigue ou de celui qui les reçoit et s'en rengorge. Après ce que vous venez de dire des encensements entre gens de lettres, je me sens moi-même gêné pour exprimer tout le bien que je pense de votre analyse du caractère d'Alceste. Et cependant, je tiens à dire que ce sont des pages de cette qualité, et elles foisonnent dans votre œuvre de critique, qui vous ont valu d'être considérés pendant plus d'un quart de siècle comme l'un des censeurs, peut-être les moins indulgents du théâtre en France, mais assurément comme l'un des plus subtils et les plus originaux.
Il y a deux auteurs sur lesquels vous vous êtes particulièrement acharné. Ce sont deux auteurs d'ailleurs maintenant très peu connus, Alfred Savoir et Fernand Nozière. Ah oui, ils avaient tous les deux beaucoup de talent. Mais vous en avez dit beaucoup de mal. Ah non! Ah si. Non. J'ai dit beaucoup de bien du baptême, qui était une pièce sur les Juifs, où on voyait un père juif avec son enfant juif, et j'ai dit c'est d'autant plus remarquable. Cette pièce de messieurs Alfred Savoir et Nozière, qui s'appelle l'un Veille et l'autre Posnanski. Oui, c'était une ironie, ça. Mais pas du tout, c'était une révélation. Alors, je ne veux pas rechercher ce Savoir texte que j'ai avait sous les yeux, mais... beaucoup de talent. Je ne sais pas s'il vit toujours. Quant à Nozière aussi, elle avait beaucoup de talent. Mais je remarque que vous avez maintenant plus d'indulgence avec le temps que vous n'en avez eu en écrivant vos chroniques. Et comme je viens de les relire, je suis plus renseigné que vous à ce sujet. Je me ramollis sans doute. Vous vous adoucissez, c'est autre chose. Porto Riche, lui, n'a pas eu de chance avec vous. Ah non. Ni Maurice Donnet. Oh, pourtant un homme bien spirituel. J'ai pourtant parlé d'une pièce qui s'appelle Les Éclaireuses, dont vous avez dit grand mal. Ah oui, mais comment s'appelle la pièce célèbre? Amant, il y a des choses. Si, j'en ai parlé avec... Oui, j'ai lu. Avec une certaine sympathie, oui. Mais sans chaleur. Ah oui. Et cependant, vous avez des admirations très chaleureuses. Mais avant d'arriver à ces admirations, je voudrais vous demander pourquoi vous avez tellement éreinté, le mot n'est pas trop fort, Paul Claudel après avoir vu L'Échange. Parce que pour moi, c'est inconsistant. En 1914. Oui, c'est inconsistant. Vous dites de Claudel, il n'est qu'un rhéteur et d'une rhétorique souvent fort défectueuse et même rugueuse. Oui. Vous continuez à avoir cette opinion? Oui, je me suis rencontré par l'occupation avec un officier allemand sur ce point. Il y avait un officier allemand qui achetait au Mercure toutes les œuvres de Claudel. Alors on était venu me chercher dans Bordeaux parce qu'il désirait avoir la bibliographie de Paul Claudel et qu'il ne savait pas où la trouver. Et alors je lui dis, vous aimez beaucoup Paul Claudel? Il m'a dit, ya. Alors je lui dis, oui, vous ne trouvez pas, il y a dans le style de Paul Claudel quelque chose du dur parler germanique. Il m'a dit, oui, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Et c'est ce que vous n'aimez pas? Non, je n'aime pas. Il n'y a qu'une pièce de Paul Claudel que j'ai trouvée très belle dans une certaine version, c'est l'annonce faite à Marie. Et justement, l'annonce faite à Marie, vous n'en avez pas parlé dans vos chroniques. Je l'ai oublié. J'ai oublié que j'en avais parlé, j'en ai fait un compte rendu. S'il n'y a jamais une réimpression, qu'on le mette à sa place. Mais ce sera certainement un oubli qu'il sera intéressant de voir réparer. Enfin, revenons-en à l'annonce faite à Marie, et dites-nous, si vous le voulez bien, ce qui vous a ému dans cette œuvre. Enfin, n'est-ce pas, une certaine religiosité, puis enfin, c'est exprimé, vraiment, il y a des choses très belles au point de vue du style. Et vous ne trouvez pas, dans le style de l'annonce faite à Marie, cette rugosité germanique, dites-vous, non, que vous trouvez dans les autres œuvres? Oui. Je n'ai pas l'impression que le style de l'annonce faite à Marie soit tellement différent du style des autres œuvres de Claudel. Même cette révélation, n'est-ce pas, je ne sais plus comment... je ne me rappelle plus le nom des personnages, quand cette femme enfant donne un enfant mort. Marat. Marat qui est ressuscité. C'est très beau, n'est-ce pas? C'est certainement, n'est-ce pas, une invention religieuse, mais enfin c'est très beau tout de même, c'est très beau, très touchant. Vous avez l'air d'apporter une réserve, vous dites c'est beau bien que ce soit religieux. Non, parce que, n'est-ce pas, le miracle, n'est-ce pas, le miracle, on peut être touché au récit d'un miracle, au fond. Quand on regarde, on dit... Et vous avez été touché par la représentation du miracle sur la scène. Oui. Ce qui prouve par le commentaire des personnages. Ce qui prouve que Claudel n'est donc pas tellement éloigné du génie latin dont vous êtes un représentant vous-même. Oh, vous savez, j'ai encore lu dans le Figaro un article de Claudel sur le Panthéon, je trouvais ça... Enfin, un article sur le Panthéon n'a rien à voir avec des œuvres dramatiques. Les œuvres dramatiques qu'on a écrites quand on avait 30 ans et un article qu'on a écrit quand on en a 82. Ouais, c'est peut-être l'influence du Panthéon qui a rendu cet article si terne et si inanimé. Parmi les auteurs que vous appréciez, il en est un dont je voudrais que vous parliez. C'est Sacha Guitry. Ah, ouais, Sacha Guitry, Sacha Guitry m'a toujours enchanté. Voilà.
tout en me rendant compte que, n'est-ce pas, c'est un esprit, enfin, facile, souvent. Oui, vous dites de lui, il ne veut que nous distraire. Ouais. Et c'est justement Ouais. cela Quoi dont qu'il vous y a- lui savez gré. Oui. Il y a une pièce qu'on jouait, une pièce qui s'appelle Les Deux Couverts, à la Comédie Française. J'ai écrit, si M. Sacha Guitry voulait s'en donner la peine, cette pièce prouve qu'il pourrait donner une grande pièce de caractère. Et à ce sujet, vous parlez même de Molière. Ouais. Une comparaison qui a dû beaucoup flatter Ouais. Sacha Guitry. Vous avez aimé de lui également Un beau mariage, La pèlerine écossaise, La prise Et de de Berthold bureau, Zoom. et de bureau. Ah ouais. Pour vous, Sacha Guitry est donc un auteur dramatique qui doit demeurer. Ça, je n'en sais rien. Parce que tout de même, n'est-ce pas, c'est très léger, c'est très léger. L'esprit de Sacha Guitry est très... Enfin, il est rare qu'il y ait de la profondeur. Par exemple, il y a une pièce, n'est-ce pas, où un de ses amis entre je crois que c'est dans la pèlerine écossaise. Alors, ce garçon a une redingote ou un veston où il y a des boutons comme ça, n'est-ce pas? Alors, le personnage que joue Sacha Guitry dit, tiens, bonjour, ben, t'en as des boutons. Et alors, le type se précipite dans la glace, croyant que... Voilà, vous avouez, n'est-ce pas? Oui, l'esprit est souvent fait de mots d'esprit. Oui, ouais. Mais vous ne ressentez pas devant les œuvres de Sacha Guitry l'émotion que vous donne, par exemple, que vous a donné Poil de carotte. Oh, Paul de Carotte ne m'a jamais plu. Mais alors cette fois-ci, vous dites le contraire de ce que Non, vous non, dites non, dans non, votre non, chronique. je n'ai pas pu faire un compte-rendu dithyrambique de Paul Non de pas Carotte. dithyrambique, mais un compte-rendu affirmant que vous aviez été ému par ce personnage. Oh, c'est curieux, ça. Mais si, Paul de Carotte est un je trouve ça enfant insignifiant. qui peut émouvoir une âme sensible. Non. Et est-ce que dans Tristan Bernard, vous avez eu l'impression de trouver sous la causticité, sous l'humour, cette profondeur que vous ne trouvez pas chez Sacha Guitry? Ah oui, oui, Monsieur Kodama était une pièce extraordinaire. Et puis alors, Les triples pattes. triple patte. Mais comme Monsieur Kodama est une pièce étonnante, c'est une pièce amorale au possible, présentée d'une façon merveilleuse. Parmi les autres auteurs que vous dites apprécier, je relève le nom de Roger Martin Dugard, Ouais, de Duvernois. ouais. Il est un auteur dramatique à qui vous n'avez pas ménagé les compliments et dont vous aviez déjà parlé en termes favorables dans vos morceaux choisis des poètes contemporains. C'est François Porcher. La guerre qu'il venait de vivre inspira à François Porcher sa première œuvre dramatique, Les Butors et la Finette, représentée au Théâtre Antoine en 1917. C'est une œuvre écrite en vers libre et d'une inspiration populaire au meilleur sens du mot. Et ici, je cite ce que vous dites dans votre compte-rendu. Une belle œuvre dramatique, la première certainement, comme une véritable surprise, nous est née de la guerre actuelle, ce sont Les Butors et la Finette, de M. François Porcher. Nous n'avons pas là, comme dans les pièces récentes de M. Bataille et de M. Bernstein, une anecdote passionnelle ou une affaire d'adultère plus ou moins bien adaptée dans le cadre de la guerre, comme elle aurait pu l'être dans n'importe quel autre cadre. C'est vraiment une œuvre inspirée à son auteur par la guerre, une œuvre qui n'aurait pas été écrite sans elle et dans laquelle nous la voyons évoquée devant nous dans une grande image légendaire et harmonieuse. Ce n'est pas suffisant de dire que M. Porcher montre dans Les Butors et la Finette un très grand talent de poète. Il y montre également, ce qui est souvent rare actuellement, dans la passion et l'aveuglement qu'ont créé les événements, une très grande probité et une belle générosité. Cela fait qu'en même temps qu'on applaudit l'écrivain et l'artiste, on apprécie l'homme qui a fait la guerre et on salue son équité. Cet effort vers l'équité chez François Porcher, vous l'avez surtout apprécié dans un monologue de La Finette, où se révèle une égale compassion pour tous les combattants morts. Vous avez manifesté le désir de lire ce texte. Je vous donne donc la parole. Oui, j'ai tenu à lire ce passage parce que je trouve qu'il pourra enfin servir de leçon un peu à tous les gens, n'est-ce pas, qui gardent une passion haineuse pour les gens avec qui ils ont fait la guerre, sans se rendre compte que des deux côtés, n'est-ce pas, il y a de pauvres types qui laissent leur peau dans des histoires dont ils ne savent pas le premier mot. Alors c'est très beau tout de même qu'un homme comme Porcher, qui du reste sentait ça lui-même profondément, il n'y a pas de chiquet là-dedans, c'est sa nature, n'est-ce pas? Eh ben, il est très beau qu'il l'ait exprimé. Alors, n'est-ce pas, comme vous venez de le dire, les Butors et la Finette, la Finette c'est la France, les Butors, ce sont les Allemands.
Alors, n'est-ce pas, la Finette, un jour, parcourt ces terres où il y a de nombreux morts inhumés, et elle parle. Cela se passe en 1914, je crois. En 1914, oui. Tout est muet. La lune brille. Je menais là, petite fille, en avril, cueillir la jonquille. Comme le temps s'enfuit. Je reviens, j'ai grandi, quel effrayant mystère. Ma nourrice est morte, le rocher lui, Dieu, que la face de la terre a d'énigmes la nuit. Comme elle est grave et close, détournée, on dirait de la plus juste cause, hélas. Qu'importe au brouillard froid, qui là-bas dorme sur la combe, que l'innocente vive ou succombe. Qu'importe nos fureurs, qu'importe nos effrois, la calme façon dont la lune est posée ici dans la rosée. Mais à mes pieds, dans l'herbe, ah, que vois-je? Une croix, une tombe, une autre encore, et là, 2, 3, oh, terre molle, remuée. Je me croyais seul avec les nuées, je marche au milieu des morts. On s'est battu là. Pauvre corps. Ces croix portent des noms écrits en lettres blanches. J'ai de bons yeux, voyons, si je pouvais les lire en écartant les branches sous ces pâles rayons. Oh, force ensevelie en quelques coups de pelle, comment te nommais-tu? Réponds-moi, je t'appelle. Redressé tout à coup. Paul Miron? Ah, mon Dieu, mon garçon jardinier, un frère de François, Paul, oui, l'avant-dernier. André ne m'a rien dit, le pauvre enfant ignore. Paul, si bavard, qui dès l'aurore riait, chantait à plein gosier. Paul qui disait, je laisse au vigneron la prose, moi je travaille dans la rose, je suis le maître du rosier. Et maintenant celui que la rosée arrose. Un cœur si gai peut-il mourir? Non, j'en ai l'espérance. Va, sans joyeux, cours refleurir dans la plus belle rose de France. Elle se penche une seconde fois. Et celui-là, son nom, Rousseau, un inconnu. Ah, comment étaient-ils les dames et d'apparence? Et là, je ne sais point. C'est le héros tout nu, celui qui frappe et meurt, au signal convenu, le guerrier sans visage, à la pure bravoure, grandi par l'ombre qui l'entoure. Et cet autre à l'écart, comme s'il voulait fuir. Quel est ce solitaire? Otto? Otto? Quoi? Non, je ne peux pas finir. Un soldat étranger ici dans cette terre? Mes fils, inspirez-moi. J'ai peur, je ne sais plus. Blâmez-vous mes paroles. Peut-être que nos cris vous semblent bien frivoles. Dois-je prier aussi sur ce sombre talus? Priez pour l'ennemi. Seigneur, oh, quelle épreuve. J'entends. Ce mort est un soldat. C'est exilé sans doute à sa mère, mais sa veuve. Qu'a-t-il fait que servir, que remplir son mandat? Vos sorts étaient égaux, votre fin fut pareille. Vous ordonnez qu'en paix comme vous il sommeille. Dormez donc tous, bercés du même vent plaintif. Vous, morts de la famille, et toi, mort adoptif, combattant rapproché par l'honneur militaire, qui montiez à l'assaut, orgueilleux d'obéir. Dormez tous, à ce point détachés de la terre, que vous ne sachiez plus haïr. Vous avez lu ce texte avec beaucoup d'émotion, une émotion communicative. Ouais, et je comprends pourquoi vous l'aimez, ce passage. Ouais, je n'ai pas toutes ces histoires, je n'en suis pas guéri. Ce texte est l'expression poétique de sentiments fraternels que vous éprouvez vous-même profondément, mais que vous exprimez plus prosaïquement et avec une telle virulence contre l'instinct belliciste des hommes que parfois, si l'on y prenait garde, on pourrait croire que vous manquez de cet esprit de fraternité dont, justement, vous êtes le défenseur. Vous avez tendance à dire « les hommes sont absurdes de se battre entre eux, les hommes sont mauvais plutôt que les hommes sont malheureux d'en être réduits à se faire la guerre ». Est-ce que je me trompe? J'ai toujours pensé que, n'est-ce pas, en temps normal, il n'y a pas en Allemagne un homme qui veut tuer un Français, ni en France un Français qui veut tuer un Allemand, n'est-ce pas? Mais rentrons maintenant, si vous le voulez bien, dans un autre champ clos, celui de la critique dramatique. Ouais.
où là, vous n'avez pas été très pacifiste. Après avoir parlé des auteurs que vous n'aimiez pas, puis de ceux que vous aimiez, peut-être pourrions-nous parler de l'un de ceux que vous avez passés sous silence. Il s'agit d'Edmond Rostand. Estimez-vous que le discrédit que la jeunesse actuelle porte sur son œuvre est mérité? Je parle de la jeunesse qui se pique de littérature moderne, non de la jeunesse populaire qui, elle, continue à aimer Edmond Rostand. Vous savez, si vous parlez de la jeunesse littéraire née depuis la Libération, n'est-ce pas, il n'y a pas seulement de Rostand qu'elle se moque. Elle se moque bien d'autre chose, n'est-ce pas? Enfin, je crois qu'à commencer, elle se moque de la langue française. C'est-à-dire que la langue française évolue et qu'il y a cette évolution, mais elle ne s'en moque pas. Enfin, il s'agit non pas de la jeunesse, mais d'Edmond Rostand. Ouais. Bon, eh ben, je n'ai vu dans ma vie qu'une pièce d'Edmond Rostand, c'est Cyrano de Bergerac. Et vous n'étiez pas encore critique dramatique? Non. Oui, puisque Cyrano de Bergerac a été joué en 1897. Ah ouais, ben je n'étais pas critique dramatique. Mais je suis étonné que vous n'ayez pas vu Chanteclair, qui a été représenté en 1910, et qui a été certainement l'un des événements les plus importants dans le théâtre du début du XXe siècle. Ouais, je l'ai pas vu. De ces pièces que tout le monde attendait avec une grande impatience et dont tout le monde a parlé, sauf vous. Bah, peut-être n'étais-je pas critique dramatique. Si, vous l'étiez, c'était en 1910. Ah, mais j'ai eu des interruptions de temps en temps. Là. Ouais. Mais vous avez tout de même une opinion sur Edmond Rostand, et j'aimerais que vous l'exprimiez. Ah ben, n'est-ce pas, si je considère Cyrano de Bergerac, je trouve que c'était un très beau spectacle et le dernier acte est merveilleux. Maintenant, n'est-ce pas, je suis retourné, je crois que c'est en 1939, à la Comédie Française, voir Cyrano de Bergerac, qu'on jouait. Alors, j'avais derrière moi, j'étais au balcon, j'avais derrière moi, dans une loge de balcon, la veuve du beau-fils de Mounet-Sully, André Glande. Et alors, elle était là avec une dame, et alors, elle a eu ce mot, n'est-ce pas, en écoutant. Oh, la poésie déborde. Alors, je me suis retourné, je lui dis, madame, non, dites que c'est brillant, dites que c'est, enfin, une jonglerie merveilleuse, mais la poésie, c'est pas ça, la poésie. C'est pas la poésie. Et vous appréciez Cyrano de Bergerac, qui est une œuvre essentiellement romantique, alors que vous n'aimez pas les pièces romantiques. Ah, écoutez, il y a une différence, c'est qu'il y a une gaieté dans... Pourquoi romantique? Non. Et Cyrano de Bergerac c'est comme véritablement si vous disiez... le type du héros romantique qui unit à la fois le grotesque et le sublime. Oui, mais enfin, c'est comme si vous disiez que Breville est un romantique. Il est par certains côtés. Non, quand on est un poète de jonglerie, de jeux de mots, n'est-ce pas, et d'opposition vive, on n'est pas romantique. Hugo a été aussi un poète de jonglerie et ouais, romantique. Ouais. En tout cas, je suis étonné de voir que vous aimez chez Edmond Rostand justement ce que vous n'aimez pas chez Victor Hugo. Mais il faut penser donc pas que question d'amour. J'ai trouvé un agrément. Vous appréciez, oui. Oui, un agrément. Je crois que Rostand ne s'est jamais donné d'autre objectif que celui-là. C'était Entretien avec Paul Léotot. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Ces entretiens Paul Léotot, Robert Mallet, réalisés par Georges Godebert, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne nationale les 15, 19, 22 et 26 février 1951. Notez que ces entretiens sont édités au Mercure de France. Demain, à la même heure, dans les Nuits de France Culture, la suite.